Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette nouvel épisode des mensuels de Bezin. Et je suis très heureux de vous accueillir avec mes quatre collègues avec qui nous allons échanger ce soir sur une pathologie qui nous tient à cœur, donc qui est le fibrome utérin. Ce soir, nous allons parler du fibrome utérin, notamment de sa prise en charge chirurgicale, puisque vous savez aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs de cette pathologie, c'est la place de la chirurgie dans les deux principaux symptômes entraînés par le fibrome, qui sont les troubles de la fertilité et la douleur. Ce webinaire donc est en direct, mais vous pourrez avoir accès en replay très prochainement dans les jours suivants sur le site de Bezin. En ce qui concerne le déroulé, il va y avoir deux controverses. Une première qui sera réalisée par le docteur Mickel, qui nous dira les avantages de la chirurgie dans le fibrome chez une patiente qui a des problèmes de fertilité. Et le docteur Audrey Nissi nous parleront des désavantages et présenteront les contre-arguments pour éviter la chirurgie en cas d'infertilité chez les patientes qui a des fibromes. Donc, je suis le docteur Laura Mickel, je suis praticienne hospitalier au CHU de la Conception et je vais vous parler donc de fibrome et fertilité. Je vais vous faire l'argumentaire pour opérer. Donc déjà, l'infertilité, de quoi parle-t-on? L'infertilité, c'est une pathologie à part entière. Elle est définie par l'absence de grossesse, y compris les fausses couches, les grossesses extra-utérines et les interruptions volontaires de grossesse, après plus de 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. Il faut savoir qu'un couple sur 5 consultera pour une difficulté à concevoir un enfant et seulement 4% des couples seront finalement stériles. Définition du fibrome. Vous le savez, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente de la femme en âge de procréer. La fréquence est plus élevée chez les patientes afro-américaines ou afro-caribéennes. Et il y a un gros défaut de prise en charge. C'est une pathologie qui est assez minimisée. Il n'y a pas de fibrome avant la puberté. Le volume des fibromes est augmenté par hyperostrogénie, la grossesse, la périménopause et les traitements. Et le fibrome régresse après la ménopause. Donc, un tiers des patientes présentant des fibromes sont symptomatiques. Elles présentent principalement des ménométrorragies, des dysménorrhées, des douleurs pelviennes, mais aussi des pesanteurs pelviennes, des dyspareunies, un retentissement sur le compartiment postérieur avec de la constipation, sur le compartiment antérieur avec de la pollakiurie. On peut avoir une compression urétérale avec une dilatation pyélocalicielle. C'est des patientes qui sont souvent anémiées, quasiment 10% d'entre elles sont anémiées, avec du coup un retentissement avec une asthénie et évidemment un retentissement important sur la qualité de vie des femmes. Donc maintenant, fibrome et fertilité. Quel impact peuvent avoir ces fibromes sur la fertilité? Tout d'abord, une distorsion cavitaire. Ça, on va le voir, c'est pour les fibromes type 0, 1 ou 2. Et puis aussi d'autres types d'impact sur l'utérus. Une compression tubaire. On peut avoir des infertilités tubaires avec des fibromes qui vont complètement venir souffler les trompes. Des distorsions cervicales avec des anomalies de la glaire cervicale et du transport des spermatozoïdes. Un problème d'accès aux ovocytes et aux ovaires lors des ponctions ovocytaires pour les patientes qui sont en PMA. Et on sait que donc les fibromes diminuent le taux de naissance vivante, augmentent les fausses couches spontanées, les fausses couches tardives. Mais il faut aussi penser aux fibromes qui seront présents quand la patiente sera enceinte. Une grossesse chez une patiente qui a un utérus fibromateux, c'est pas une grossesse standard. On va avoir des nécrobioses aseptiques qui peuvent entraîner des fausses couches tardives et des menaces d'accouchement prématuré par la suite, mais aussi une augmentation des présentations dystociques, présentation du siège, mais aussi les présentations de l'épaule ou les présentations transverses. Les fibromes prévia qui peuvent carrément contre-indiquer la voix basse. Et on peut avoir des dystocies dynamiques plus élevées lors de la mise en travail avec une mauvaise contractilité utérine et également après l'accouchement, une augmentation des hémorragies et de la délivrance. Donc la classification FIGO, je reviens pas dessus parce que je pense que mes consoeurs vont largement en parler. Les traitements, donc en raison du caractère bénin de la pathologie, seuls les fibromes symptomatiques doivent être pris en charge. Donc soit par traitement médical, soit par résection par hystéroscopie ou chirurgie conventionnelle ou embolisation ou autre, on va voir tout à l'heure. Les traitements médicamenteux, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est pas curatif. Les indications, elles sont surtout en préopératoire pour réduire le volume, les pertes préopératoires et parfois modifier la stratégie chirurgicale. Et l'intérêt symptomatique, ils réduisent les saignements et les douleurs.
il ne faut jamais oublier de corriger l'anémie, surtout en préopératoire, et toujours faire une NFS, une ferritine et un CST avant une intervention. Le traitement chirurgical et aussi radiologique par l'embolisation, c'est les traitements conservateurs en cas de désir de préservation de fertilité, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on a plusieurs types de traitements, l'hystéroscopie opératoire, la cellio, la paro. Et on verra un petit peu après la radiofréquence. Donc, les indications opératoires. Déjà, l'hystéroscopie, il y a une indication qui se discute pas. C'est les recommandations de 2022 du CNGOF pour la prise en charge des ménorrhagies. Chez la femme infertile, il est recommandé de réaliser une résection par hystéroscopie opératoire en cas de myome intracavitaire FIGO 0, 1 ou 2. Là, pas de discussion. Pour toujours ces fibromes, sur les autres sociétés savantes, la COG, la SRM et donc le CNGOF aussi, indiquent une résection, toujours pour ces fibromes 0 à 2. Pour les fibromes de grosse taille, donc de 5 à 6 cm, il faut savoir que le temps opératoire est augmenté. Il y a beaucoup plus de risques de résection incomplète. L'intérêt d'un traitement préopératoire par agoniste 3 mois, là, a vraiment toute son indication. On peut faire une résection en 2 temps si besoin. C'est important de prévenir la patiente avant l'intervention qu'il y aura sûrement une résection en 2 temps. Et ce qui va nous embêter beaucoup pour la fertilité, c'est les risques de synéchie. Donc, on va essayer de les prévenir au maximum en posant un dispositif anti-adhérentiel après la chirurgie. Alors, la myomectomie, cellio ou la paro. Mais déjà, tous les fibromes symptomatiques qui résistent au traitement médical, il y a une indication à prendre en charge chirurgicalement. Dans le cadre de l'infertilité, les traitements, ils sont contraceptifs. Donc, la chirurgie, elle est souvent indiquée. Par exemple, si on veut mettre une patiente en aménorrhée thérapeutique, elle pourra pas avoir de grossesse. Donc, en fait, on est rapidement bloqué. Puisque en général elles sont pas assez calmées sur le plan des symptômes si on utilise uniquement des antifibrinolytiques et des antalgiques de palier 1 ou 2, et en fait on va très vite arriver à être obligé de les prendre en charge chirurgicalement. Les métrorragies, les ménorrhagies diminuent les rapports sexuels, donc diminuent les chances de grossesse spontanée. On peut également, quand on a des patients qui sont en cours de prise en charge de PMA, avoir des difficultés pour les transferts d'embryons. Et on a des douleurs pelviennes chroniques qui sont responsables, également des dyspareunies, qui sont responsables d'une diminution des rapports sexuels, donc mécaniquement diminution des chances de grossesse spontanée. Mais quelle taille de fibrome? La question de la taille, c'est toujours une vraie question. Au-delà de 5-6 cm avec infertilité, on va plutôt proposer une prise en charge chirurgicale, mais vous allez voir, je crois que Audrey va vous en parler un peu plus précisément. Ça se discute encore pour des tailles un peu inférieures. Sauf les fibromes FIGO 6-7 qui sont totalement asymptomatiques. Alors moi, j'ai pour coutume de dire, les symptômes, on les cherche que si on les trouve. Les patientes qui ont des fibromes de 10 cm, ils sont rarement complètement asymptomatiques. Si vous posez vraiment les questions sur la pesanteur pelvienne, la lombalgie, les ménorrhagies évidemment, et les douleurs chroniques, on va dire 95% des patients seront symptomatiques. Et ces volumineux fibromes, même s'ils sont FIGO 6-7, les très gros FIGO 7, c'est quand même plus rare, mais en pratique, ils ont quand même très souvent une composante sur la cavité. Et c'est important, à notre sens, de discuter en équipe des indications chez ces patientes jeunes. La myomectomie par célioscopie, donc plutôt pour les FIGO 3 à 7, taille moins de 10 cm. Déjà 10 cm en célio, c'est assez... ça commence à être de la bonne chirurgie, moins de 3 fibromes, pareil. Et donc, on pose un dispositif anti-adhérentiel parce qu'on est obsédé chez ces femmes en désir de grossesse par les adhérences. Myomectomie par laparotomie, donc pareil, FIGO 3 à 7, taille plus de 10 cm, plus de 3 fibromes. C'est des patients qui sont à risque d'adhérence majeure, donc on pose un dispositif anti-adhérentiel. Pour la petite histoire, cette patiente à droite, j'ai fait une polymyomectomie, donc là, il y a vraiment un utérus qui est extrêmement gros, et cette patiente a eu une grossesse spontanée l'année suivante et a eu un petit garçon, évidemment, par césarienne. Donc, se pose le délai d'autorisation de grossesse, délai avant nouvelle conception, qui est préconisé. Classiquement, on disait 1 an, maintenant raccourci à 6 mois.
Mais le problème, c'est la perte de chance en attendant ce délai qui nous obsède pour les femmes infertiles. Souvent, c'est des femmes qui ont entre 35 et 40 ans, voire plus, qui ont des baisses de réserve ovarienne. Et plus on attend, moins elles auront de chances de grossesse. On peut proposer des congélations embryonnaires le temps de la cicatrisation pour éviter une perte de temps chez les patients qui sont déjà infertiles. Et on a quand même des possibilités de récurrence dans l'intervalle. Donc, tout l'intérêt, ça va être le timing entre le moment où on va faire la chirurgie et le désir de grossesse de ces patientes. Mais finalement, il y a très peu de données sur l'intervalle idéal myomectomie-grossesse. On dit 1 an parce qu'en fait, on copie sur les césariennes, mais on n'en sait pas grand-chose. Il y a peu de données sur les ruptures utérines après myomectomie. Je vais vous parler rapidement d'une étude qui était sortie en 2021 de RBMO, qui finalement concluait qu'il n'y avait pas de preuves actuellement pour recommander un délai minimal entre myomectomie et grossesse. Il y avait des facteurs cliniques pertinents à utiliser comme la taille, la localisation des fibromes, les complications post-opératoires. Les auteurs conseillaient une surveillance active au 3e trimestre et avoir vraiment un conseil individuel adapté à chaque situation en fonction de la taille, du nombre, de la localisation et de la procédure chirurgicale. Et peut-être éventuellement envisager ne plus du tout recommander de délai pour concevoir après une myomectomie. Je vous avoue que moi, je n'ai pas encore sauté le pas. Je leur dis minimum 3 mois pour les myomectomies faciles et uniques, entre guillemets, et 6 mois pour les autres. Je vais vous parler quand même un petit peu de la radiofréquence. La radiofréquence, c'est une nouvelle technique qui permet une coagulation en fait du fibrome par de la radiofréquence, hein, comme on peut faire par exemple pour la thermocoagulation de l'endomètre. Il y a plusieurs techniques actuellement. Nous, on pratique la radiofréquence multibipolaire par célioscopie. Donc voilà, là c'est un exemple de prise en charge chirurgicale. Il y a aussi des techniques par voie basse endovaginale qui sont en train de se diffuser. Ça peut être une très bonne technique pour ces femmes en désir de grossesse parce qu'il n'y a pas d'ouverture de l'utérus, donc pas de cicatrice utérine. Donc, les indications, c'est les patientes symptomatiques, évidemment, en échec de traitement médicamenteux, les femmes jeunes avec désir de grossesse ou traitement conservateur. Donc, en fait, c'est les mêmes indications que la myomectomie classique, hein, finalement. On va pas faire les myomes qu'on peut faire par stéroscopie. Et voilà, il y a quand même pas mal d'études qui sont sorties avec une amélioration des symptômes à 3 et 12 mois, réduction significative du nombre de jours symptomatiques par mois, et amélioration de score de qualité de vie. Moi, quand je leur présente la radiofréquence, je leur explique que c'est un petit peu entre la myomectomie et l'embolisation, puisqu'on va avoir un effet qui va être efficace à 3, 6 mois et qui persiste jusqu'à 12 mois après le geste. Donc, ça réduit significativement le volume, soit 60 à 70% à 1 an. Ça améliore les scores de qualité de vie, je vous en ai parlé. Des taux de réintervention pour les fibromes symptomatiques, elles sont très faibles, moins de 5% à 1 an. C'est une procédure qui est bien tolérée, qui se fait en ambulatoire, une récupération rapide parce qu'il n'y a pas de perte sanguine. Donc voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hystérectomie ou de cicatrice utérine. Donc nous, on est plutôt dans la myomectomie pour ce cas-là. C'est mini-invasif, ça a peu de complications, diminution de la durée opératoire et de la durée d'hospitalisation et des coûts par rapport à une intervention classique. Et il y a une courbe d'apprentissage assez rapide. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'anapathie. Pour les grossesses, il y a une série de cas. Il y a eu un délai moyen de conception de 10,7 mois. Il y avait eu 26 naissances vivantes à terme, 50% voie basse, 50% césarienne, un placenta prévia, une hémorragie du postpartum et 4 fausses couches. Voilà. Après, forcément, si on veut montrer qu'il n'y a pas d'augmentation des ruptures utérines, vous savez que pour faire des études de qualité, il faudrait une série de patientes extrêmement élevée, puisque c'est un événement qui est très rare. Donc, la puissance statistique pour faire ce genre d'études, c'est au-delà de 1000 patientes. Donc, clairement, pour l'instant, on les a pas. La RCP fibrome, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire une RCP fibrome? Quel est l'intérêt? Mais la RCP fibrome, c'est intéressant parce que c'est une pathologie fréquente, qu'on a des patientes qui sont de plus en plus demandeuses d'une prise en charge personnalisée, et ça permet au médecin qui prend en charge la patiente d'appuyer sa prise en charge par l'aval des confrères. Pourquoi passer les patientes en RCP? Les cas complexes, des patients qui sont multi-opérés, des patients qui sont très jeunes, des patients qui sont en désir de grossesse. Je pense que c'est assez important de pouvoir discuter avec à la fois les chirurgiens, mais aussi à la fois les médecins de PMA et les radiologues.
les patientes qui sont infertiles, les multi-opérées, et aussi, ben, on a de temps en temps des patientes qui ont des demandes qui sortent de l'ordinaire. Bon, là, c'est pas trop le sujet, mais les hystérectomies avant 40 ans, par exemple, ou les patientes qui ne veulent pas de myomectomie, d'hystérectomie, qui veulent une myomectomie après 50 ans. Les intervenants, ben, je vous l'ai dit, les gynécos, les médecins de fertilité, les radiologues, les embolidateurs. Donc là, par exemple, une patiente de 41 ans, j'ai 0P0, qui avait une infertilité primaire du couple et de chacun de 2 ans. Il y avait une indication masculine, puisque monsieur avait une asténonécrospermie chez monsieur, mais qui pouvait être prise en charge par Fivixi. Et en fait, à l'écho, on a découvert un fibrome isthmo-corporéophandique de 7 cm qui refoulait la cavité. Elle n'avait pas d'autres antécédents et c'est une patiente qui avait une AMH qui était faible, une baisse de réserve ovarienne, mais qui est quand même assez liée à l'âge puisqu'elle avait 41 ans. Et des trompes qui pour le coup étaient bien. Donc ça c'était son IRM, hein, vous voyez ce volumineux fibrome, hein. On voit que les fibromes quand ils commencent à avoir des grosses tailles, ils poussent des deux côtés entre guillemets, ils poussent rarement que dans le ventre. Et on voit que cette patiente, elle était quand même sûrement symptomatique, hein. Vous voyez là la compression du rectum en avant et parfois on a quand même un effet de masse, hein. On a un basculement antérieur de l'utérus avec parfois une compression sur la vessie. Et là, si on essaye de dire, on va essayer de faire un transfert d'embryon, le cathéter, il peut buter ici contre le fibrome quand on fait le transfert. Donc, on lui a proposé une prise en charge par myomectomie par cilios et en même temps la congélation embryonnaire pour pouvoir lui la faire patienter le temps de la cicatrisation. Donc voilà, en conclusion, pour les FIGO 0,2, il n'y a pas de discussion sur indication opératoire. Quand ils sont supérieurs à 5 cm, très souvent, ils sont symptomatiques. Donc, en fait, on a une indication opératoire de fait par la symptomatologie. Si ils sont vraiment asymptomatiques, ce qui est rare, il faut discuter le dossier en RCP. Il faut faire le bilan du couple quand on est devant une patiente infertile, hein. Ça sert à rien d'aller opérer une dame, de dire les trompes sont bouchées, pas compression sur les fibromes si son conjoint a pas de spermatozoïdes, hein. Et il faut penser aux obstétriciens qui vont suivre la grossesse. Donc voilà, en haut, je vous ai mis des petites images d'une patiente que j'avais programmée pour une polymyomectomie laparo en août et qui est enceinte. Voilà, donc l'embryon est allé se ficher bien au fond, il a l'air bien où il faut dans l'utérus. Sauf que là, clairement, je ne sais absolument pas par quelle voie va naître cet enfant, parce que là, quand vous voyez l'image du milieu, il y a un énorme fibrome qui est prévia, certes, mais qui aussi va être extrêmement difficile à gérer quand on va faire une césarienne. C'est une dame qui a un très gros risque d'hémorragie pendant l'accouchement, qui a un très gros risque d'hystérectomie d'hémostase. Et donc tout ça, si elle arrive à terme, hein, puisqu'elle a également un gros risque de fausse couche tardive, de menace d'accouchement prématuré, tout ça. Et elle est déjà en train de faire une nécrobiose aseptique du fibrome antérieur. Elle est assez douloureuse. Donc voilà, c'est penser à la grossesse, oui, mais enfin, penser à ce qu'elle soit enceinte, c'est bien, mais il faut penser aussi aux obstétriciens qui vont suivre la grossesse. Voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laura pour cet exposé avec les arguments en faveur de la chirurgie. Tu nous as convaincus. On a des questions qu'on prendra à la fin du second topo. Je vais laisser la main à Audrey afin qu'elle nous explique les inconvénients de la chirurgie en cas de myomectomie. Merci Audrey. Donc moi aussi je suis PH à la conception et je fais beaucoup de fertilité. Donc je vais vous présenter en gros les indications pour ne pas opérer en fonction de la cartographie et de la taille de ces fibromes. Donc l'épidémiologie, donc je reprends un peu ce qu'a dit Laura, donc c'est quand même assez fréquent chez les patientes en âge de procréer. On peut retrouver ces fibromes chez 20 à 50% des femmes et 5 à 10% des cas d'infertilité avant prise en charge en AMP. Et ces fibromes-là peuvent être l'unique cause d'infertilité dans 1 à 3% des cas. Pour toute localisation confondue, quelle que soit la taille et quel que soit le volume, toutes les études, et avec notamment le CNGOF, montrent qu'il y a un effet délétère sur les paramètres de la fertilité en diminuant le taux de grossesse, le taux d'implantation, et en diminuant également le taux de naissance vivante et en augmentant le taux de perte fétale. Donc, en fonction de la classification FIGO, j'ai organisé mon topo sur les indications chirurgicales ou pas.
Donc, en vert, ça sera en gros les fibromes sous-séreux, donc type 5, 6, 7. En orange, les FIGO type 3 et 4. Et là, il y a beaucoup de discussions à avoir. Vous verrez, ce sera principalement le sujet de mon topo d'aujourd'hui. Et en rouge, les indications opératoires qui ne se discutent pas pour les fibromes type 0, 1, 2. Donc, les fibromes sous-muqueux, en gros, pour la PMA, on ne réfléchit pas. D'après le CNGOP 2011, l'hystéroscopie opératoire pour les fibromes sous-muqueux augmente le taux de grossesse avec une différence significative qui passe de 43% versus 27%. Et seule la myomectomie de ces fibromes sous-muqueux améliorait le taux de grossesse. Il est donc, comme l'a dit Laura, indispensable d'opérer ces patientes-là dès qu'il y a des myomes sous-muqueux symptomatiques et surtout quand il y a des myomes sous-muqueux, et aussi, excusez-moi, quand il y a des myomes sous-muqueux asymptomatiques mais déformant la cavité utérine. Donc, les fibromes sous-séreux. Les fibromes sous-séreux, pour là, il est bien clair qu'il n'y a pas d'indication opératoire dans le cadre de la fertilité. Donc, moi, je vous parle de patientes qui viennent nous voir parce qu'elles sont infertiles. Je ne parle pas de fibromes qui, dans des signes fonctionnels de ménorrhagie ou de douleur ou des compressions antérieures ou postérieures, comme l'a décrit Laura. Donc, quand les fibromes sont asymptomatiques, et s'ils sont retrouvés lors du bilan de première intention en PMA, quand ils sont sous-séreux, il n'y a pas d'indication opératoire. Et par contre, il peut avoir l'indication opératoire, comme l'a dit Laura, seulement s'ils sont symptomatiques ou si après, plus tard, il peut avoir des complications obstétricales. Donc maintenant, je vais vous parler des grosses discussions qu'on peut avoir en PMA dans les cadres des myomes intramuraux. Les myomes intramuraux, quel que soit leur volume ou leur nombre, peuvent entraîner une baisse de 19% des grossesses cliniques et voire une baisse de 50% des grossesses en FIV, de manière générale. Les myomes intramuraux sans modification de la cavité utérine peuvent aussi diminuer les chances de grossesse dans de nombreuses études que j'ai retrouvées en faisant la littérature entre 2017, 2018 et 2020. Pour la majorité des études, comme l'a dit aussi Laura dans son premier topo, dès que les myomes sont importants, qui dépassent les 4 cm de diamètre, même sans déformation de la cavité utérine, ça peut diminuer les chances de grossesse. Et puis, en fonction des études, les indications, les résultats peuvent être contradictoires quand les fibromes sont inférieurs à 4 ou 5 cm. Par exemple, quand les myomes intramuraux sont entre 0,7 et 5 cm sans déformation de la cavité utérine, des études avec des méta-analyses montrent que ça peut diminuer les chances de grossesse, alors que d'autres études disent que quand on a des myomes intramuraux de moins de 5 cm, le taux de grossesse serait identique au groupe contrôle. Donc, on peut dire qu'on est bien embêté quand même pour discuter de ces indications opératoires dans le cadre de la fertilité. Et j'ai essayé d'être un peu synthétique en faisant une petite revue de la littérature en fonction du nombre de fibromes et de leur taille. En gros, il peut avoir un effet délétère sur la fertilité quand ces fibromes sont à plus de 2, il y en a plus de 2, 3, 4, à plus de 3 cm de diamètre ou à plus de 28,5 selon les études. Quand ils sont FIGO 3, il peut aussi avoir une implication sur la baisse de fertilité quand ils mesurent entre 20 et 60 mm ou quand ils sont à plus de 2 fibromes dès qu'ils dépassent les 3 cm. Par contre, d'autres études peuvent dire que quand on a des fibromes intramuraux sans modification de la cavité utérine, il n'y aurait pas d'impact sur la fertilité s'il est unique et petit de moins de 3 cm ou moins de 28 mm en fonction des études, voire moins de 20 mm. De plus, pour ne pas nous pousser à opérer,
certaines études peuvent nous dire que la myomectomie des myomes intramuraux ou sous-muqueux ou intramuraux sous-séreux n'augmente pas de manière certaine le taux de grossesse et ne diminue pas aussi de manière certaine le taux de fausse couche. Comme l'a dit Laura, la chirurgie de ces fibromes peut avoir des complications à type de synéchie, donc ce qui peut aussi nous ralentir dans la prise en charge chirurgicale. Les synéchies post-opératoires dans des petites séries peuvent être à 21% post-hystéroscopie, 19% après une laparotomie, surtout s'il y a une qualité de la cavité utérine. Et la fréquence et l'importance de ces synéchies dépend en fait de la classification FIGO et de la taille de ces fibromes. Donc en PMA, à partir du moment où il y a une intervention chirurgicale pour ces fibromes, il faut d'une part opérer en bipolaire, en énergie bipolaire, et réaliser une hystéroscopie diagnostique 3 mois après la chirurgie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de synéchie post-op. Pour les myomes donc intramuraux, le CNGOF nous redit que les résultats sont discordants, comme je vous l'ai dit précédemment. Pour les fibromes 3-5 de taille de 5 à 7 cm, il y aurait un impact sur la fertilité et des complications obstétricales. Mais pas de myomectomie s'il n'y a pas d'autres facteurs d'infertilité. En gros, ça veut dire que si dans un couple, le bilan de première intention en PMA retrouve un spermogramme normal, une réserve ovarienne normale, des trompes perméables, et on ne comprend pas pourquoi la dame n'arrive pas à être enceinte, on peut discuter en première intention une myomectomie si on a des fibromes 3-5 de 5 à 7 cm. Pour l'Escheret 2010, pour eux, la myomectomie peut être discutée avant PMA si les fibromes sont de plus de 5 cm. L'indication de myomectomie des fibromes intramuraux, donc il n'y aurait pas d'indication si on a un myome unique de moins de 3 cm, comme l'a montré donc, la revue de la littérature. Et pour les myomes intramuraux qui sont de plus de 1 et plus de 3 cm, on discute en RCP, comme l'a dit Laura, de la myomectomie en tenant compte des antécédents du couple, d'infertilité et du bénéfice, balance bénéfice-risque de cette myomectomie. Donc, en attendant d'autres études, devant l'impossibilité de prévoir la croissance de ces myomes ou leur potentiel à devenir symptomatique, la myomectomie interstitielle prophylactique en vue d'une grossesse chez une femme fertile ne semble pas justifiée. Donc, intramuraux et sous-séreux chez une femme fertile. Par contre, chez une patiente en parcours de PMA, ça peut être justifié si c'est la seule cause d'infertilité ou si elle est en parcours de PMA avec des échecs d'implantation embryonnaire, si ces fibromes intramuraux sont de plus de 4-5 cm. Comme le disait aussi Laura, quand on prend en charge ces fibromes pour discuter une prise en charge chirurgicale, il faut tenir compte du bilan d'infertilité du couple, de l'âge de la patiente, après surtout les dames qui ont plus de 35 ans pour évaluer leur réserve ovarienne et voir aussi s'il y a d'autres causes d'infertilité, notamment masculin, pour savoir s'il y a vraiment un intérêt à opérer ces dames. Et puis, bien sûr, là, je vous ai parlé des indications de fibromes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'entraînent pas de ménorrhagie, pas de douleur, donc découvert dans le cadre de la PMA. Mais si, en plus d'un bilan d'infertilité, la patiente décrit des signes fonctionnels à cause de ménométrorragie, l'indication opératoire peut se poser, alors que s'il n'y avait pas de signes fonctionnels, on n'indiquerait pas forcément une chirurgie. Donc, quand on doit poser l'indication opératoire chez une patiente qui a l'approche de la quarantaine avec une baisse de réserve ovarienne et comme on l'a dit depuis le début des topos, qu'il faut attendre, surtout pour les fibromes interstitiels, une durée minimale de 6 mois, voire 1 an, pour que l'utérus soit bien cicatrisé, pour pouvoir envisager une grossesse. Dans ce cas-là, en fonction du projet de grossesse de la patiente, on peut proposer une préservation de la fertilité, soit en préservant ses ovocytes si elle a moins de 37 ans, ou bien si elle est en couple,
jusqu'à l'âge de ses 43 ans, on peut proposer une fécondation in vitro et une congélation embryonnaire pendant la cicatrisation ou juste avant la chirurgie, mais il est toujours mieux de l'opérer après la chirurgie, comme ça l'accès aux ovaires est plus facile. Et on transférera les embryons après l'accord du chirurgien, l'hystéroscopie diagnostic post-op. Donc, au total, il faut évaluer la responsabilité du myome sur l'infertilité. Est-ce que c'est la principale cause? Est-ce que c'est à cause peut-être de ce fibrome qui a des échecs d'implantation? Tenir compte de l'âge de la dame pour savoir si on peut se laisser du temps pour la chirurgie et la cicatrisation et tenir compte de la réserve ovarienne. Tenir compte des antécédents chirurgicaux et l'indication opératoire première se fait sur la classification FIGO, la taille et le nombre. Et après aussi discuter de la chirurgie s'il y a un impact sur une future grossesse. Donc le choix thérapeutique, c'est soit une abstention, soit la myomectomie, comme je vous l'ai dit, et tenir compte aussi de la balance bénéfice-risque sur le traitement, le choix du traitement chirurgical. Voilà, je crois que c'est terminé. Donc au final, on ne discute pas l'indication chirurgicale, même si les fibromes sont asymptomatiques pour les fibromes sous-muqueux et les fibromes intramuraux modifiant la cavité utérine. Donc, dans le cadre de la fertilité, ces fibromes-là doivent être opérés. On n'opère pas les fibromes sous-séreux, qui sont asymptomatiques d'un point de vue douleur et saignement et tout ça. Et par contre, devant la complexité de la prise de ces décisions pour les fibromes intramuraux sans modification de la cavité utérine, vu que les études sont controversées, il y a un intérêt de discuter de ces dossiers en RCP en précisant si la patiente a des signes fonctionnels ou pas, ou bien si ces fibromes intramuraux sont la seule cause d'infertilité pour voir s'il y a vraiment une indication opératoire ou pas. Merci beaucoup Audrey pour ce topo très complet et très pertinent. On va répondre ensemble aux questions si vous voulez, tous les trois ensemble. Donc la première question qui sort un peu du sujet, mais donc c'est pourquoi les femmes afro-caribéennes ont plus de fibromes et à un âge plus précoce. Donc c'est une très vaste question. Malheureusement, ce soir on n'aura pas le temps d'aborder ce sujet. Ça pourra faire l'objet d'un prochain mensuel spécifique. Il y a des facteurs bien entendu génétiques, il y a des facteurs comportementaux, il y a des facteurs environnementaux. Et en ce moment, il y a toute une dynamique de recherche sur ces trois plans, sociétal, psychologique, génétique. Et c'est très intéressant. Je pense que ça serait chouette de faire une soirée spécifique sur cette thématique. Dans quelles circonstances faut-il administrer un analogue de la LHRH avant chirurgie? Il n'y a pas de bénéfice pour diminuer, pour faciliter. Alors, ça diminue la taille des fibromes, mais ça n'a jamais été prouvé que ça facilitait le geste chirurgical. Nous, dans notre pratique, mes collègues me couperont, mais c'est surtout pour éviter un saignement qui n'est pas contrôlable. C'est pour faire remonter l'hémoglobine. Comment on le pratique? Alors, c'est soit en mensuel, soit en format trimestriel, c'est une injection sous-cute ou IM. Et est-ce que cela entraîne une altération du plan du clivage? En ce qui concerne notre équipe, on n'a pas assez de retours pour savoir, mais lorsqu'on écoute ceux qui l'utilisent souvent, il semblerait qu'il y ait des difficultés à trouver le plan de clivage. Ce n'est pas le vécu que l'on a. Y a-t-il une indication chirurgicale pour les fibromes FIGO 2-5 en cas de ménorrhagie? Donc là, on sort du contexte dont on a parlé, c'est-à-dire on n'est pas dans un contexte d'infertilité. Bien entendu, si dans le bilan est mis en évidence des fibromes de type 2-5, qu'il n'y a pas d'autre étiologie, que le traitement médicamenteux est mal accepté ou n'est pas assez efficace, on peut le proposer. Le temps entre la myomectomie et la conception, on en a parlé. Donc on reste sur cette notion de 3 à 6 mois, bien sûr, toujours adapté au cas par cas. Dernière question, ne faut-il pas opérer des fibromes intramuraux de type 2-5 même si asymptomatiques? Et il est prouvé qu'ils sécrètent des substances qui modifient les contractions utérines et gênent l'implantation. De toute façon, comme l'ont dit Laura et Audrey, à partir du moment où il y a une déformation de la cavité, ça revient à une indication chirurgicale. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions.
Alors, comment expliquer la survenue d'une synéchie après une myomectomie d'un myome 5 ou 6 FIGO? Donc, c'est-à-dire que c'est par voie haute. En fait, il y a probablement plusieurs facteurs. Soit c'est lors de l'exposition chirurgicale, si vous avez mis quelque chose dans l'utérus, un hystéromètre ou une bougie, ça peut entraîner un traumatisme. Ou soit le fait même d'avoir fait un acte chirurgical, même si vous n'avez rien mis dans la cavité utérine, de par les modifications vasculaires pendant l'intervention, de par le traumatisme de proximité. Donc même s'il n'y a pas d'ouverture de la cavité, il peut y avoir des synéchies. Je vous renvoie à la référence qui a été citée dans le RBOM. C'est une étude multicentrique de plusieurs centres parisiens qui montrait un taux de synéchie après myomectomie par voie haute, même si on n'ouvre pas la cavité utérine. Bien entendu, lorsqu'on ouvre la cavité utérine, ce risque est beaucoup plus élevé. Donc je crois que les messages clés, c'est que, comme vous l'ont dit mes deux collègues, c'est toujours discuter une indication chirurgicale en RCP parce que faire une myomectomie chez une dame de 23 ans versus chez une dame de 37 ans, ça va pas être le même contexte. Toujours personnaliser donc les soins à offrir, toujours prendre en compte les risques d'infertilité que votre geste chirurgical va impliquer. Et du coup, si vous proposez une myomectomie, toujours vérifier si ça a été fait par hystéroscopie ou par voie haute, l'absence de synéchie après votre geste. Audrey Laura, je vous remercie beaucoup pour cette première controverse. On va passer maintenant à la deuxième controverse qui est sur la même thématique donc du fibrome avec la place de la chirurgie dans la douleur. Donc je vais laisser la parole à Rosine Raveau. Alors, bonjour, du coup, je suis le docteur Raveau Rosine, je suis chef de clinique à la Conception et je vais vous parler des fibromes en préménopause, donc je n'opère pas. Je pense que j'ai pas le sujet le plus facile, mais je vais essayer de vous convaincre. Du coup, comme l'ont déjà dit mes collègues, mais je refais juste un petit point. Le fibrome utérin est donc la tumeur la plus fréquente chez les femmes préménopausées. Les symptômes qui reviennent le plus fréquemment sont les saignements, donc l'anémie, et les douleurs et les pesanteurs pelviennes. Donc tout ça, ça va entraîner une diminution de la qualité de vie chez la femme. Et le traitement médical a forcément un coût et un taux de morbidité plus faible que le traitement par chirurgie. Donc la chirurgie, donc justement, ce n'est pas mon topo. Il faut savoir que la chirurgie, c'est effectivement une solution efficace contre les fibromes, mais il faut pas oublier que ce n'est pas quand même c'est pas des gestes anodins. Il y a des complications, il y a des risques. L'hystérectomie par voie célioscopique ou la paro, ça entraîne des complications. Il y a une morbidité qui est plus élevée, il y a un risque de récidive des fibromes, il y a une durée de convalescence qui est plus longue et il y a le coût de l'hospitalisation. La myomectomie par célio ou par laparo chez les femmes en préménopause, on peut se poser la question de l'intérêt, à savoir qu'il ne faut jamais forcer une femme à avoir une hystérectomie si elle désire garder son utérus, même si elle n'est plus en âge de procréer. Et la myomectomie par hystéroscopie, pareil, il y a des complications, la perforation, les synéchies, il y a le risque de récidive et il y a le coût de l'hospitalisation en ambulatoire. Donc la ménopause, physiologiquement, on va avoir un effondrement des hormones, notamment des œstrogènes et de la progestérone, et donc du coup, on va avoir une involution naturelle du fibrome, étant donné que les fibromes ils grossissent en période d'hyperœstrogénie. Donc là, la ménopause, ça va permettre que les fibromes diminuent de taille. Donc on va parler des traitements médicamenteux pour pallier à la chirurgie. Donc les médicaments, ils vont permettre d'induire
une ménopause artificielle. On a deux principaux molécules. On a les agonistes de la GnRH, donc le plus fréquent, je vous ai marqué les plus fréquents, c'est que par exemple le décapeptyle, et les antagonistes de la GnRH, notamment le relugolix, qui est une molécule nouvelle dont je vais vous parler un petit peu plus après. Voilà, il faut savoir juste que la différence entre ces deux molécules, les agonistes de la GnRH, on va avoir ce qu'on appelle un effet flare-up avec eux, étant donné que en fait c'est le temps que tout le produit sature les récepteurs de la GnRH, on va avoir en fait une hyperœstrogénie quelque temps, et puis après ensuite ça va s'effondrer quand tous les récepteurs seront saturés, mais sinon après ils fonctionnent un petit peu pareil, ils induisent une ménopause en diminuant, enfin en inhibant la production de progestérone et d'œstrogène. Il faut savoir aussi qu'il y a un antifibrinolithique, l'Hexacil, qui lui va permettre, qui va pas jouer sur la taille des fibromes, mais qui va permettre de réduire les saignements. Donc juste un petit mot sur un nouveau produit, un nouveau médicament. C'est un antagoniste de la GnRH, donc c'est le relugolix. Il y a des études récentes qui sont sorties. C'est donc un médicament qui va se lier au récepteur de la GnRH et qui va entraîner une inhibition de la production d'œstradiol et de progestérone. C'est le seul actuellement qui a ce qu'on appelle une ADBAC thérapie intégrée en un seul comprimé, et donc du coup ça va permettre la prévention des effets indésirables hypoœstrogéniques, parce que dans ce médicament il y a 1 mg d'œstradiol. Donc, les traitements médicamenteux, il faut savoir qu'ils ne sont pas curatifs, ils ne vont pas permettre de faire disparaître le fibrome. Ils vont avoir un intérêt sur les symptômes, ils vont pouvoir permettre de réduire les saignements et donc de corriger l'anémie, et donc de diminuer les douleurs chez les femmes en préménopause. Ils vont aussi avoir un intérêt en préopératoire parce qu'ils vont pouvoir réduire la taille du fibrome, réduire les pertes sanguines, et donc peut-être des fois modifier une stratégie chirurgicale. Il faut savoir que c'est pas des médicaments qu'on peut donner à long terme. Souvent on les donne quelques mois, voire 1 an, mais on ne les donne pas à long terme. Donc c'est vraiment pour en attendant la ménopause. Et il faut pas oublier que du coup, étant donné qu'on induit une ménopause, il y a tous les effets indésirables de la ménopause qui sont les bouffées de chaleur, tout ça, et notamment la baisse de la densité osseuse. Je ne vous parle pas des progestatifs tels que Luthéran et Luténil, qui ont été alors pas retirés du marché, mais qui doivent être prescrits avec accord de la patiente et sous des conditions particulières, c'est-à-dire très peu de temps, étant donné qu'il y a un risque de méningiome qui a été découvert, et l'ulipristal acétate, qui est l'ESMIA, et qui a été retiré du marché pour des effets indésirables, notamment des hépatites aiguës. J'ai pas parlé non plus du médicament qui s'appelle Colprone. C'est de la même famille, c'est un progestatif, c'est de la même famille que le Luthéran et le Luténil. C'est celui qu'on donne en remplacement du coup, mais on n'a pas encore d'effet, on n'a pas de recul pour l'instant sur ce médicament par rapport au méningiome, mais c'est celui qu'on donne en remplacement. On peut aussi installer un stérilet aux hormones, notamment le Mirena. Donc pareil, c'est un progestatif, donc ça a la même action, hein, ça va permettre de diminuer l'hyperplasie de l'endomètre et de réduire les saignements. Mais voilà, on peut se poser la question en préménopause, vraiment l'intérêt de poser un stérilet, ça se peut, hein, mais c'est pas forcément courant. Je voulais vous dire 2 mots sur une nouvelle technique qui va probablement faire entendre parler d'elle rapidement. C'est les ultrasons focalisés à haute intensité. Donc en fait, c'est une destruction par la chaleur du fibrome, donc une destruction thermique du fibrome, où on va avoir une ablation thermique, après une nécrose ischémique du fibrome et un effet de cavitation intracellulaire. Donc ça va pouvoir se faire en ambulatoire, la patiente étant consciente,
fluctuante. Ça se fait la plupart du temps en une seule séance. Il n'y a pas de limitation de taille du fibrome et c'est éco-guidé en temps réel. Donc voilà, il y a une demande qui va probablement être effective d'ici la fin d'année 2023 pour créer un code CCAM et un remboursement spécifique pour certaines patientes. Je voulais aussi vous parler de l'embolisation. On en a déjà dit 2 mots, mais ça marche aussi pour les patientes qui sont en préménopause. Donc, c'est les radiologues qui font ça, qui mettent un cathéter et qui vont jusque dans l'artère utérine, qui envoient des petites particules qui vont boucher l'artère utérine et qui vont du coup réduire la vascularisation du fibrome et donc sa taille. Il n'y a pas de recommandation sur le nombre ou la taille de fibromes qu'on peut emboliser. Uniquement, on évite d'emboliser les fibromes uniques qui sont de type 0 ou 1 et les fibromes uniques de type 7 qui sont pédiculés. Et donc, on a une réduction du volume utérin à 6 mois qui varie entre 30 et 60% et un très faible taux de complications. Donc l'embolisation, c'est un traitement qui est efficace sur les symptômes, notamment sur les ménorrhagies et aussi sur la compression parce que ça va permettre de diminuer la taille du fibrome et sur les douleurs. Dans 90% des cas à court terme et dans 75% des cas à 5 à 7 ans. Donc l'embolisation, c'est une bonne option, c'est un bon moyen thérapeutique pour les fibromes qui sont symptomatiques chez la femme qui n'ont plus de désir de grossesse et qui sont en préménopause et qui veulent conserver leur utérus et qui ne veulent pas prendre d'hormones. Voilà, c'est un petit exemple du traitement par embolisation des artères utérines. Donc là, on a le cathéter avec le flux de l'artère utérine et sur l'autre image, voilà, on envoie des particules et du coup, il n'y a plus le flux de l'artère utérine qui va vasculariser ce fibrome. Donc, on va avoir une réduction de la taille des fibromes. Donc, pour conclure ce petit topo, le traitement par médicament, ça va permettre de diminuer les symptômes et la taille des fibromes en attendant la ménopause. Ce n'est pas un traitement curatif, le fibrome ne va pas complètement disparaître, mais ça permet d'attendre que la ménopause naturelle prenne la place et que les fibromes diminuent de taille. Comparé à la chirurgie, il y a forcément un coût et une morbidité plus faible. Je n'ai pas parlé de l'IRM, mais il ne faut pas oublier de statuer par imagerie, notamment pour ne pas méconnaître le risque de cancer sur des fibromes qui pourraient être suspects. Et il ne faut pas oublier du coup de parler de l'embolisation aux patientes, qui est un moyen thérapeutique validé par le CNGOF et par toutes les recommandations françaises. Et bientôt, on pourra, je pense, parler plus précisément des ultrasons à haute fréquence éco-guidées. Merci Rosine pour ce topo et cet argumentaire bien documenté. Beaucoup de questions sur les nouveaux traitements médicamenteux sur la place de l'embolisation. On y reviendra tout à l'heure si tu es d'accord. On va passer la parole. Alors, je suis désolé, le docteur Tourette est absente. Elle ne pourra pas faire son topo et c'est Laura qui a la gentillesse de le présenter à sa place. Donc, il va nous faire le topo sur les arguments pour la place de la chirurgie en cas de douleur pour fibrome utérin. Voilà, en attendant, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc, c'est la controverse dans la prise en charge des fibromes utérins, du coup, pour opérer. Donc, en l'absence de symptômes, comme on le disait depuis le début, il n'y a pas d'indication au traitement du fibrome utérin, à l'exception des femmes ayant un désir de procréation. C'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure avec le docteur Nissi. En présence de symptômes, le traitement de première intention est classiquement un traitement médicamenteux. Donc, le fibrome utérin, il fait partie des pathologies gynéco les plus fréquentes en France. Première cause d'hystérectomie.
En France, pas d'études publiées portant sur l'incidence des fibromes utérins. Il y a quand même l'étude de santé publique France de 2022 qui retrouve une augmentation de la prévalence des fibromes qui est estimée à 25% chez les femmes âgées de 40 à 50 ans et qui est en augmentation sur ces dernières années. Et notamment, il y a une grosse augmentation chez les femmes afro-caribéennes. Voilà, on en discutait avec le professeur Agostini. C'est des sujets qui nous posent vraiment question et qui sont extrêmement intéressants. Donc cette diapositive, là, c'est là où vous en y étiez, c'était pour faire un petit état des lieux sur la fréquence des fibromes et sur ce papier que je vous invite à lire qui est assez intéressant puisqu'ils ont fait de l'épidémiologie du fibrome utérin. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'études, en tout cas, il n'y a pas d'études françaises sur l'incidence. Et donc, ils se sont intéressés à l'incidence du fibrome, aux facteurs de risque et aussi à la fréquence selon les départements. Donc, il y a pas mal de data intéressantes dans ce papier qui est tout récent. Vous avez les références au centre de la page si vous voulez lire l'article en entier. Donc, pour les généralités, ne pas oublier que les fibromes sont en grande partie asymptomatiques. On estime 70% des patientes qui sont asymptomatiques. Et une étude qui a réalisé des échographies chez des patientes en préménopause qui n'avaient jamais été diagnostiquées porteuses de fibromes a retrouvé des fibromes dans 30 à 50% des femmes au cours d'une échographie réalisée pour leur suivi. Les fibromes, ils vont se manifester par différents symptômes, les symptômes classiques que tout le monde connaît, à savoir les ménométrorragies, les douleurs, la polacurie, les dyspareunies et des problèmes de fertilité, avec des tableaux variés, des patientes qui ont parfois que le versant ménorragie, parfois que le versant douleur pelvienne. Et donc, on va s'attacher à rechercher ces symptômes et à discuter de la prise en charge en fonction des symptômes décrits par les patientes. Donc là, je vous ai mis un cliché avec un volumineux myome antérieur pour vous montrer la compression qu'il peut y avoir sur la vessie qui explique la polacurie. Alors, pourquoi je opère? Alors, je n'ai pas profité du topo du docteur Rosine Ravo, donc je ne vais pas pouvoir détruire ses arguments. Je vais vous donner les miens, puis on verra à la synthèse, à la conclusion, si ça se recoupe ou pas. J'ai essayé de faire ressortir tout ce qui pouvait être une bonne raison, je pense, d'opérer les patientes en préménopause. Alors, première idée, premier objectif, pourquoi j'opère? Parce que les fibromes symptomatiques, quand ils sont symptomatiques, du coup on oublie toutes les patientes qui ne sont pas symptomatiques, quand ils sont symptomatiques, ils entraînent des douleurs qui sont sévères à extrêmement sévères pour la moitié des femmes et une gêne pour 80%. Donc, c'est des femmes qui ont une qualité de vie très altérée et le fait qu'elles soient en préménopause n'est pas un argument suffisant pour dire vous avez mal, mais vous êtes en préménopause, donc c'est pas grave, vous pouvez garder votre douleur. On ne peut pas réfléchir comme ça. Je pense que vraiment, on est obligé de se baser sur le symptôme plutôt que sur l'âge de la patiente, d'autant plus que c'est des douleurs qui sont quand même assez importantes. Ça a été très bien décrit dans un papier du professeur Fernandez en 2014, où ils ont évalué les patientes porteuses de fibromes symptomatiques en évaluant la douleur, et ils ont pris le soin de s'intéresser à l'impact des fibromes sur la qualité de vie, donc avec un score global HRQL à 55 sur 100. Et ça impacte la vie sentimentale, sexuelle, sociale, les loisirs, professionnels, familiales. Donc, ça a vraiment un impact global sur ces patientes. Donc, une première bonne raison d'opérer, une patiente qui a mal, c'est une bonne raison. Alors, je vous disais, on parle des patientes symptomatiques. Ce qui ressort aussi, c'est que je vous parle des patientes symptomatiques avec échec de traitement médical. Bien évidemment, il y a une place pour le traitement médical et souvent le traitement médical, il y a des cas particuliers, mais c'est souvent le traitement de première intention. Donc là, vraiment, ma présentation, c'est patientes symptomatiques, échec de traitement médical. Donc on les opère par rapport à leur douleur et à l'impact de ces douleurs. Alors, la préménopause, parce que l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'elles vont être ménopausées bientôt, donc ça ne vaut pas le coup.
Mais c'est les patientes qui sont le plus souvent embêtées en fait par les fibromes. Donc ça, c'est toujours dans le même papier de 2014. Et c'est l'incidence des fibromes symptomatiques par tranche d'âge. Et donc, on voit que les patientes qui sont le plus symptomatiques et le plus embêtées, c'est les patientes qui sont entre 45 et 59 ans, 50 et 55 ans. C'est les patientes qui sont en fait le plus embêtées. Donc, d'un point de vue, on va dire, nombre de patientes concernées, en plus, c'est pas l'exception, quoi. C'est les patientes symptomatiques porteuses d'un fibrome en préménopause. En fait, c'est quasiment le plus fréquemment la situation clinique qu'on va avoir. Alors, un peu de physiologie, mais je ne vais pas faire la physiologie parce que ce n'est pas du tout mon domaine. La question, c'était pourquoi elles sont plus symptomatiques à la préménopause, parce qu'elles ont un tableau d'hyperœstrogénie relative. Donc, pour ceux qui aiment bien la physiologie, vous avez le détail de ce qui se passe au niveau hormonal, mais encore une fois, ce n'est vraiment pas mon domaine. Mais cette hyperœstrogénie relative, elle va avoir une action sur les fibromes, et aussi sur les autres causes de saignement et de douleur, adénomiose, polype, hyperplasie endométriale. Et on a quand même une explication de la majoration des symptômes à la périménopause pour ces patientes porteuses de fibromes. Alors, question d'après, c'est quoi la préménopause? La périménopause et la préménopause. La préménopause, on estime 3 à 5 ans la durée de la préménopause. Et puis la période de la ménopause, 1 an sans règles, et puis ensemble ça fait la périménopause. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'âge moyen et la durée moyenne de la périménopause. Alors, je parle de la périménopause, pas de la préménopause, pardon, pas de la ménopause. L'âge médian de la préménopause, c'est 47 ans, avec une durée en moyenne de 3,8 ans, mais il y a une très grande variabilité entre les patientes. Et ça, on peut du coup aller de une préménopause qui dure 1 an à 10 ans. Et c'est cette grande variabilité entre les patientes qui fait qu'on ne va pas pouvoir, en consultation, leur dire « bon, vous avez 49 ans, ça ne vaut pas le coup parce que vous allez avoir la ménopause, c'est à 50 ans. » On ne sait pas. Peut-être que cette patiente, elle sera ménopausée à 55 ans. Donc, c'est difficile d'avoir ce discours-là, je trouve, en consultation, de reculer la prise en charge parce que la ménopause va peut-être arriver. Il y a une telle variabilité qu'on n'est pas bien capable de le dire à nos patientes. Alors, bien évidemment, si vous voyez une patiente qui consulte pour fibrome symptomatique sur un versant ménorragie et qui n'a pas eu ses règles depuis 9 mois, on va lui dire, bon, ça, a priori, vous êtes quasiment ménopausée. Pour le côté ménorragie, c'est pas intéressant. On peut se donner un petit peu de temps. Une patiente, à l'inverse, qui consulte pour des douleurs sous fibrome et qui a des cycles un petit peu irréguliers, bon, probablement, elle va garder ses douleurs encore un bon bout de temps. Donc, c'est une autre raison, je pense, d'opérer, c'est cet âge de la ménopause qui finalement est très variable, une durée de périménopause qui est très variable, qui fait que c'est difficile de pouvoir faire autrement que de dire aux patientes « je ne sais pas quand est-ce que vous serez ménopausée ». Deuxième raison. Alors, une petite particularité pour ces patientes en périménopause, c'est que bien évidemment, il y a les fibromes, mais il n'y a pas que les fibromes. Donc, il y a quand même un petit bilan minimum. Donc, ça, c'est les recommandations du collège pour les ménorragies. Donc, ils reprenaient les polypes, l'adénomiose, l'hypertrophie endométriale. Et parfois, il y a plusieurs pathologies associées. Donc, ce n'est pas forcément toujours évident de pouvoir dire aux patientes, vos saignements, ils sont dus aux fibromes, mais peut-être c'est l'adénomiose. C'est souvent les deux qui se cumulent. Voilà. En tout cas, ce qui ressort des recommandations, c'est que quand on a diagnostiqué des fibromes utérins à l'échographie, c'est indiqué de réaliser une IRM pelvienne quand il y a plus de 2 fibromes et qu'on veut faire une cartographie correcte des fibromes avant une prise en charge chirurgicale. Ce qui n'est pas le cas pour les polypes ou l'IRM ou l'adénomiose, pardon. C'est vraiment pour les fibromes qu'on peut être indiqué à réaliser une IRM. Donc, toujours pour les métrorragies en périménopause,
Donc, on a évoqué les autres causes de saignement. On peut avoir recours à l'hystéroscopie diagnostique. Ça, c'est intéressant pour les polypes. C'est intéressant aussi pour les fibromes sous-muqueux pour objectiver qu'il s'agit bien d'un fibrome sous-muqueux et qu'on va pouvoir le traiter par hystéroscopie. Et donc, ça aussi, c'est évoqué dans les recommandations du collège. Donc, je vous ai mis les petits encarts sur les recommandations pour le recours à l'hystéroscopie. Enfin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut faire une biopsie d'endomètre? Alors, il y a des risques d'hyperplasie atypique ou de cancer pour ces patientes qui ont un endomètre épaissi. On peut retenir un seuil de 12 à 15 mm pour les patientes non ménopausées, à partir duquel il faut quand même pousser les explorations et faire des biopsies d'endomètre. Bon, et la sensibilité de la pipelle est moins bonne que celle du curetage, mais ça, on le sait. Mais il y a quand même 1,7 à 4,9% des patientes qui ont une hyperplasie atypique ou en cancer, en cas d'hyperplasie. Donc, quand est-ce qu'on va faire cette biopsie d'endomètre? On imagine une patiente avec un fibrome et un endomètre épaissi. On va beaucoup se baser sur les facteurs de risque de cancer de l'endomètre, donc l'IMC, le diabète, l'endomètre trop épais pour la période génitale, la nulliparité. Donc, ne pas oublier qu'il y a d'autres causes de saignement que les fibromes en périménopause. Alors, si on se base sur une patiente symptomatique qui a eu un échec de prise en charge médicamenteuse, on va pouvoir avoir recours, bien sûr, à la chirurgie, qui va être de différents types, hystérectomie, myomectomie, hystéroscopie opératoire, on peut associer une endométrectomie et l'embolisation. Mais on n'a pas de classification pour nous dire en 1, c'est telle chirurgie, puis ça ne marche pas en 2, telle chirurgie. C'est pas hiérarchisé, ces traitements. Donc, je vous ai mis sur les diapos suivantes un guide de bonne pratique de l'HAS qui a été validé par le collège en novembre 2022. Donc, c'est tout récent. Donc, il proposait des choses qui sont tout à fait classiques. Donc, on distingue les fibromes sous-muqueux des autres fibromes. Donc, on écarte les patientes qui ont un désir de procréation, puisqu'on n'est pas là-dessus, c'est un autre sujet. On va se baser sur les symptômes. Donc, vous voyez que pour les fibromes sous-muqueux, en cas de symptômes, donc sur la partie gauche de l'arbre décisionnel, on peut partir sur un traitement médicamenteux ou pas. C'est le cas où on peut d'emblée proposer un geste hystéroscopique aux patientes. On n'est pas forcément obligé de passer par un traitement médical. Par contre, pour les autres fibromes, en cas d'échec de traitement médicamenteux, on va partir sur le traitement chirurgical. Alors ça, c'est à la fois ma conclusion et puis le message que je voulais faire passer. Et puis je pense que du coup, ça permettra une synthèse avec le topo du docteur Ravo. C'est qu'en fait, pour faire ce choix de traitement, cette décision de chirurgie de j'opère, c'est une décision médicale partagée. Et c'est finalement le plus important et ma conclusion. Donc, il va falloir faire une information complète aux patientes avec tout le panel thérapeutique possible. Et puis déterminer avec nos patientes le traitement le plus adapté. Alors, en fonction du type de symptômes, de la topographie, de la taille des fibromes, de leur âge justement, des comorbidités et le désir de procréation, voire même juste de conserver l'utérus. On a beaucoup de patientes qui formulent très bien qu'elles n'ont pas de projet de grossesse, mais que c'est important pour elles de conserver leur utérus. Mais bien sûr, ça va nous permettre d'orienter le traitement. Et quand on a fait ce petit bilan avec la patiente des options, on essaie de les impliquer dans la décision, qu'elles comprennent bien l'avantage et les risques de chaque technique. Et donc, je vous ai mis ces petits tableaux pour une aide, on va dire, au choix du traitement chirurgical. Donc, qui va à chaque fois vous donner les indications types pour l'hystéroscopie, pour la célioscopie, pour un abord par la parotomie, et EAU, c'est l'embolisation des artères utérines, voire d'avoir recours à l'hystérectomie.
Donc, selon la taille et le nombre de fibromes, on peut proposer une célioscopie. On va plutôt partir sur une laparotomie quand des fibromes font plus de 9 cm ou qui sont trop nombreux, donc 3. Pour l'hystéroscopie, c'est les myomes sous-muqueux, mais attention, au-dessus de 5 cm, souvent on est obligé de faire la chirurgie en 2 temps, donc il faut bien prévenir les patientes. Et donc vous avez le type de fibrome en fonction du désir de procréation ou pas. Vous voyez, pour l'embolisation, il y a toujours ces petites limites sur est-ce qu'il y a un risque d'augmenter les fausses couches. Et donc ça continue comme ça, voilà, pour expliquer aux patientes, c'est un geste chirurgical, c'est un petit peu moins invasif, c'est par voie hystéroscopique, c'est un traitement conservateur ou pas, radical ou pas, quels sont les risques obstétricaux, pour la fertilité, est-ce qu'on peut en attendre, et surtout pour les symptômes. Et c'est là que ça peut être intéressant en cas de périménopause, parce qu'on va avoir des patientes qui n'ont plus de projet de grossesse, pas de souhait de conservation de l'utérus, et on va pouvoir proposer une hystérectomie qui, peut-être 10 ans avant, pour la même patiente, on n'aurait pas pu le proposer parce que souhait de grossesse, de conservation utérine. On a des patientes qui clairement relèvent une hystérectomie et pour qui on ne peut pas la faire parce qu'elles veulent conserver leur utérus. Voilà. Après, vous avez toujours dans la même idée le type d'anesthésie, la convalescence, qui bien sûr est plus longue pour les chirurgies ouvertes, la durée d'hospitalisation. Voilà. Je trouvais que c'était quand même un bon support. Alors, ça peut être évident pour les chirurgiens, on va dire, qui ont l'habitude de prendre en charge les fibromes, mais c'est une bonne aide à la prise en charge pour ceux qui peut-être commencent leur activité chirurgicale ou pour ceux qui n'opèrent pas, mais qui sont en face des patientes en consultation et qui expliquent aux patientes leurs options. Voilà, donc c'est assez complet. Pour chaque type de chirurgie ou l'embolisation, on vous détaille comment ça se passe. Alors, pourquoi j'opère, du coup j'opère aussi parce qu'il y a moins de récidives. Alors ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est pas grave. Les fibromes utérins, on sait que ça récidive. Et donc, bien sûr, plus la patiente est jeune, plus elle a le risque de faire de récidive. Donc, si vous opérez une patiente, je ne sais pas moi, à 47 ou à 48 ans, il y a une grande chance que ça soit terminé pour elle et qu'il n'y ait plus besoin de l'opérer. Et ça quand même à prendre en compte pour les patientes qui sont jeunes. Alors, bien évidemment, si elles sont symptomatiques, on va les opérer. Mais vous voyez, dans cette étude de 2017, le risque de récidive, c'était après myomectomie célio, c'était 11% à 1 an, 36 à 3 ans et 84 à 8 ans. Donc, il faut quand même bien garder ça en tête, que quand on prend en charge une patiente chirurgicalement pour un fibrome, si elle a 30 ans, c'est sûrement pas terminé la prise en charge chirurgicale des fibromes. Donc, pourquoi pas le proposer plus facilement aux patientes en périménopause? Elles seront probablement pas trop embêtées par ce risque de récidive. Et comme je vous disais, quand il n'y a plus de conservation utérine, on va pouvoir proposer l'hystérectomie qu'on ne pouvait pas proposer avant. Donc je vous ai mis un cliché d'IRM avec un utérus polyniomateux. On est quand même souvent embêté avec des patientes qui ont des utérus qui dépassent l'ombilic avec de multiples myomes, pour qui clairement le seul traitement qui pourrait être satisfaisant par rapport aux symptômes, c'est l'hystérectomie, et qui veulent conserver leur utérus. On fait avec. On propose autre chose. Souvent, elles gardent leurs symptômes parce qu'elles ne veulent surtout pas être opérées. Voilà, une patiente en périménopause, on va pouvoir proposer ce type de traitement, une hystérectomie qu'on ne pouvait peut-être pas proposer avant. Donc, encore une raison, on a une arme thérapeutique, on va dire, en plus, souvent à cet âge-là, bien que certaines patientes veulent conserver leur utérus. Donc, en conclusion, la prévalence des fibromes est plus élevée en périménopause, avec des symptômes qui sont souvent plus majorés à cet âge-là de la vie génitale, et on sait que ça a un impact important sur la qualité de vie. Moins de risque de récidive, là je joue avec la montre du coup, possibilité de recourir à un traitement non conservateur, donc l'hystérectomie,
Et le dernier argument, mais on en a parlé au début, hein, c'est que cet âge de la ménopause, il est quand même très variable et c'est difficile de le prédire. Voilà. Et en conclusion, l'important, je pense, c'est plus que l'âge de la patiente, c'est d'avoir une décision médicale partagée avec nos patientes, de leur expliquer les options, les avantages, les inconvénients. Et je vous laisse la parole si vous avez des questions. Merci beaucoup Claire, un super bon timing puisque Claire, comme vous l'avez vu, est de garde et finissait juste une césarienne. Merci beaucoup Claire, merci, Rosine pour ces deux topos sur la prise en charge du fibrome en pré-ménopause. Donc on va répondre aux questions ou les remarques. Donc les ultrasons LIFU paraissent une solution idéale et les résultats sur l'infertilité sont rassurants et meilleurs. En solution idéale, en médecine, faut toujours faire attention. A priori, oui, c'est très prometteur. Les résultats sont sur l'infertilité. Alors peut-être vous vouliez dire sur le déroulement des grossesses. Faudra avoir peut-être un peu plus de recul, mais effectivement, je suis d'accord avec vous. L'IFU et les ultrasons sont quand même très prometteurs. Pour le lutéran, le risque de méningiome est-il certain et qu'en est-il des non-stéroïdes type orgamétrise? Alors le méningiome, et le risque de méningiome, c'est un problème très franco-français. Hein, donc, les agences de santé, c'est pas qu'il y ait une interdiction à utiliser le lutéran, le luténil, le surgestone, mais il faut une information, il faut faire signer des documents aux patientes. Et du coup, vu le contenu qu'il y a dans ces documents, les patientes n'ont plus du tout envie de le prendre. Donc, il existe un petit risque, mais il reste très faible, puisque le risque absolu est très faible. C'est le risque relatif qui est augmenté. Donc, si vous voulez rester dans les clous et prescrire un progestatif, vous prenez le Colprone et vous pouvez le mettre à 5 mg x 2. Et il faudra faire attention puisqu'en pratique, il est probablement contraceptif, mais il n'a pas l'AMM comme l'avait le lutéran à l'époque. Quelles sont les contraceptions à conseiller en cas de fibrome? Donc, si c'est une patiente qui a un désir de contraception, qui a un fibrome asymptomatique, il n'y a pas lieu de fixer sur cette présence de fibrome, hormis pour la pose d'un stérilet, si la cavité est déformée. Donc, par contre, s'il y a une patiente qui a un fibrome symptomatique à type de ménorrhagie, ben, peut-être ce sera bien de lui proposer un traitement hormonal pour entraîner une aménorrhée et discuter d'un dispositif intra-utérin à base de lévonorgestrel si les fibromes ne déforment pas la cavité. Votre avis sur la pratique systématique des séances d'hydrotubation que nous pratiquons au milieu sous-développé en République démocratique du Congo, car nous n'avons pas de dispositif anti-adhérentiel. Alors, je pense que vous voulez dire donc de laisser de l'eau en fin d'intervention de la parotomie. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est ce qu'on fait aussi parfois en célioscopie. Ça n'entraîne pas de douleur post-opératoire particulière, contrairement à ce qu'on pourrait en croire. Et ça permet d'éviter de laisser donc un espace libre entre les organes et la cicatrice de myomectomie pendant quelques heures, puisque cette eau après elle est réabsorbée très rapidement. Si on fait une embolisation avant la myomectomie, combien de temps avant l'acte opératoire? Alors tout dépend. Avant de se lancer dans l'embolisation, je crois que c'est un motif qui est venu à travers les 4 topos, c'est des discussions avec la personne qui va faire l'embolisation, savoir comment elle est faite. Donc il y a 2 situations. Il y a soit l'embolisation dite exclusive, donc c'est-à-dire la patiente ne va pas être opérée et on fait le choix d'une embolisation, soit l'embolisation préopératoire qui en général est fait 24 heures avant, parce qu'on va dire qu'elle est un peu plus agressive, un peu plus douloureuse, et son but c'est surtout de limiter les saignements pendant votre intervention ou de traiter les fibromes que vous n'allez pas enlever, des fibromes de petite taille que vous n'allez pas enlever pendant l'intervention. Donc ce sont 2 objectifs qui sont différents et c'est soit l'embolisation définitive isolée, soit en préopératoire très précoce avant votre geste. Le DU sur Mirena et utérus myomateux, il n'y a pas de risque d'expulsion. Pour ma part, dans la plupart des cas, ça ne tient pas. Alors c'est vrai que des fois on a des expériences personnelles qui sont différentes de ce qui est rapporté dans la littérature. Il faut évaluer la cavité par une échographie et puis voir si la cavité n'est pas déformée. Si elle n'est pas déformée, le risque normalement est assez faible. Si elle est déformée, vous avertissez la patiente si elle veut quand même essayer. Maintenant, ce sont des fibromes 0 ou 1, peut-être c'est pas une bonne idée et qu'il faudra proposer une résection hystéroscopique et ensuite proposer un Mirena. La contraception orale fait-elle grossir les fibromes? Alors là aussi c'est pareil, si vous avez une patiente qui vient qui a une besoin de contraception
qu'il y a un fibrome qui est asymptomatique, c'est pas la présence du fibrome qui va vous faire orienter votre choix contraceptif hormonal, pas du tout, hein. Il y a tellement d'éléments qui vont être pris en charge, donc surtout ne focalisez pas sur ça. Et après, oui, effectivement, en fonction des dosages, il peut y avoir une croissance du fibrome, mais vous ne devez pas le prendre en compte lorsque vous choisissez une contraception hormonale. Que pensez-vous de l'embolisation? Le plus grand bien, comme vous l'ont dit mes 4 collègues, on travaille régulièrement avec les gens qui font de l'embolisation. Le seul souci aujourd'hui de l'embolisation, c'est la fertilité et le déroulement des grossesses. Donc il y a un énorme débat. En théorie, l'embolisation est contre-indiquée s'il y a un désir de grossesse. Ceci dit, il y a des études quand même assez récentes, notamment l'étude de Montpellierin qui a été publiée dans American Journal il y a à peu près un an, une grosse série. Elle est un peu, on peut dire qu'en termes d'évidence-based médecine, elle est un peu limite parce qu'elle est rétrospective, elle est monocentrique, mais peut-être qu'il n'y aurait pas aussi d'effets délétères que ça, en se rappelant aussi que nos myomectomies, quand même, ce n'est pas la panacée pour la fertilité et le désir et le déroulement des grossesses. Donc à voir, pour le moment, je pense que mes 4 collègues sont d'accord, l'embolisation, on en pense le plus grand bien. Quels sont les traitements médicaux possibles de fibrome? Rosine a bien fait l'état des lieux. En ce qui concerne le progestatif, donc ils sont plus trop les utiliser. Celui qui reste en France sans être trop embêté, c'est le Colpron. L'Esmia, c'est du passé, et l'avenir, on l'espère, c'est le Relugolix et son cousin du labo différent, qui est le Linzacolix. Comment, bon, ça je l'ai fait, et après je crois qu'il y avait une dernière question. Peut-on concevoir après une embolisation? Tout à fait. Par contre, c'est pareil, les embolisations, il y a un petit risque de synéchie intra-utérine. Donc, s'il y a un projet d'embolisation chez une patiente qui risque de concevoir, il faut déjà bien l'informer par rapport à la chirurgie. Mais après, il faudra évaluer sa cavité probablement pour voir s'il n'y a pas eu des synéchies. Peut-être que mes 4 collègues ont envie de dire quelque chose d'autre, de compléter. Elles sont muettes. En tout cas, je les remercie toutes les 4 pour leur topo qui était très intéressant. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup donc à mes 4 collègues et oratrices de ce soir. Merci. Merci. Vous tous, cet épisode donc des mensuels de Bézin sera disponible en replay dans quelques jours. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.